Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire de l'année chez Sony, après un premier webinaire sur les actions mi-janvier, un deuxième sur notre fonds Sony Patrimoine 2.0 vendredi dernier. Aujourd'hui, on attaque un gros morceau qui est notre partie obligataire. Alors, un sujet évidemment très vaste, très important, sur la plus grande classe d'actifs du monde, je vous rappelle, hein, on va avoir l'occasion de décortiquer un petit peu. Évidemment, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués de ce type de webinaire, vous pouvez poser vos questions sur l'onglet qui se trouve à droite. Je les relayerai au fur et à mesure de la présentation avec Kevin qui est avec nous ce matin. Et puis, ben voilà, écoutez, on va passer une grosse demi-heure ensemble. J'espère que vous allez être intéressé par l'ensemble du propos qui va être tenu par Kevin. Enfin, moi, je le connais, vous allez voir que ça va être bien. Comment ça va se dérouler? Globalement, il y a plusieurs étapes. On va parler de différentes choses. On va parler bien évidemment des marchés obligataires et voir un peu quelles sont les perspectives. Parler de stratégie, voilà ce qu'on va faire en 2022, et puis un petit peu comment est positionnée notre gamme et ce qu'on peut en attendre en termes de performance après une année 2021 qui a été très solide, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, dans un univers où tout le monde nous disait début 21, oh là là, faut pas faire de crédit, c'est la fin du monde, tout, la Terre va s'arrêter de tourner. La performance de nos fonds crédits en 2021, elle est entre 2,50 et 5,50, ce qui, pour ce type de nature de PCVM, est plutôt de très très bonne facture. Et le début de l'année se passe aussi très bien. Donc, on va avoir l'occasion de dérouler tout ça. Kevin, écoute, je vais te passer la parole. C'est toi qui vas travailler un peu plus que nous. Je vais juste reprendre 2-3 fondamentaux sur nos fonds pour ceux qui nous connaîtraient un peu moins bien. On va parler aujourd'hui de Sony Euro Stratégique et de Sony Euro Crédit Opportunité, qui sont nos deux fonds historiques obligataires. Alors, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi, Euro Crédit Opportunité, c'est le nouveau nom, alors depuis maintenant un certain temps, mais c'est le nouveau nom d'un fonds qui s'appelait Sony Euro Stratégique Plus. On a renommé ce fonds parce que la manière dont on monitore le fonds, dont Kevin le gère, est un peu différent de ce qu'on avait imaginé au départ. Je vous rappelle qu'à l'époque, on disait que le Euro Stratégique Plus, par rapport au Euro Stratégique, c'était plus de duration, donc plus des obligations sur des durées plus longues pour acheter plus de rémunération. Sauf qu'avec tout ce qui s'est passé sur les marchés obligataires, avec toutes ces injections de liquidités des banques centrales, on s'est aperçu qu'à un moment donné, la duration ne payait plus. Donc, d'avoir des obligations sur des durées très longues n'apportait pas forcément un surcroît de rémunération. Donc, on a modifié le nom pour l'appeler Sony Euro Crédit Opportunité parce que c'est un fonds qui est plus opportuniste qu'Euro Stratégique. Et donc, on va revenir là-dessus avec Kevin sur voilà, comment on gère Euro Crédit Opportunité, ce qu'il y a à l'intérieur, la mobilité qu'on peut en avoir. Et voilà, c'est tout autour de ça qu'on va alimenter le débat de ce matin. Globalement, vous avez une bonne photographie là de la différence entre les deux fonds. Donc, Euro Stratégique, c'est un fonds voilà, de portage plutôt très pragmatique, en short duration aujourd'hui, hein, parce que évidemment, on reviendra sur cette partie-là tout à l'heure. Et puis avec un univers d'investissement qui est plutôt crédit, triple B, double B. Voilà, sur Euro Crédit Opportunité, on a un univers évidemment plus large, sans a priori en termes de notation, avec une capacité d'être plus opportuniste et plus mobile, bien plus importante. Et a fortiori, dans l'univers qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur le crédit, il me semble que ça a effectivement beaucoup de sens d'aller sur ce type de véhicule d'investissement et on va y revenir. Alors, après cette introduction brève, on va rentrer dans le vif du sujet. On va passer les 3, 4, 5 minutes sur un décryptage un petit peu de l'univers, savoir un petit peu où on en est avant de rentrer dans le concret obligataire, parce que si on ne fait pas ce petit décryptage obligatoire du départ, on risque de se perdre. Donc, Kevin, je te donne la main pour nous faire un petit peu un décryptage de ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés obligataires, un petit peu une vision surtout un petit peu 5 minutes de macro pour qu'on voit un petit peu où on en est, qu'on parle un peu d'inflation et après on rentrera dans le vif du sujet. Merci Christophe. Bonjour à tous. Alors, très rapidement sur la partie macroéconomique, ce qui occupe la tête des investisseurs actuellement, c'est l'inflation. Donc l'inflation n'a pas cessé de surprendre tout au long de l'année 2021. Toutes les composantes sont à la hausse. Si on regarde à fin décembre aux États-Unis, par exemple, on s'aperçoit que la composante énergétique est en progression de plus 29% sur un an, que l'ameublement est en hausse de plus 7%, les voitures d'occasion progressent de plus 37%, l'immobilier est très booming. Bref, il y a pas mal d'éléments qui tendent à montrer que l'inflation est très puissante. Bon, néanmoins, il devrait y avoir quand même quelques éléments de rappel sur l'inflation. Le choc de demande qu'on a enregistré en 2021 sera probablement moins fort en 2022. Et puis, les effets de base vont être moins favorables pour cette inflation. Donc, on devrait avoir une inflation qui baisse. Néanmoins, on pense que cette inflation, malgré qu'elle baisse, elle se situera sur des niveaux plus élevés que ceux que nous avions avant la crise.
Il y a plusieurs raisons pour expliquer cela, mais je vais simplement me concentrer sur l'élément principal qui est la transition énergétique. Quand on regarde les travaux réalisés par l'Agence internationale de l'énergie, on constate que la consommation de métaux et minerais de type lithium, cobalt, cuivre, nickel, bref, tout un tas de métaux et matières premières vont enregistrer une demande de consommation qui va être multipliée entre 10 et 25 à horizon 2030. C'est massif. Et ça va nous amener sur une inflation qui va être beaucoup plus structurelle que ce que nous pouvions avoir précédemment. Il y a un autre point qu'il faut regarder sur cette partie inflation, c'est la transmission des prix vers les salaires. Alors aux États-Unis, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On constate que dans certains secteurs bien spécifiques, là je vous ai mis le graphique de l'évolution des salaires par secteur, on voit que dans les loisirs et l'hôtellerie, dans les transports ou encore dans le commerce de détail, on constate une hausse des salaires qui, si elle était durable, nous amènerait sur une inflation qui serait beaucoup moins conjoncturelle et beaucoup plus structurelle. En Europe, c'est un peu moins vrai à ce stade. On entend bien quand même dans les discours des managements que les augmentations de salaire sont effectivement des sujets actuels, mais on est quand même un cran en dessous en Europe par rapport aux États-Unis sur ce niveau-là. Alors ce slide sur la croissance, bon, l'idée là-dessus, c'est simplement de dire que la croissance en 2022, elle va décélérer par rapport à 2021, ça c'est clair. Néanmoins, on va se retrouver sur un niveau de croissance qui va être au-dessus de la croissance potentielle de long terme, et ça va être un soutien majeur, on va le voir dans quelques instants pour les classes d'actifs risqués. Les politiques monétaires, oui, c'est un slide qui est important en fait parce que, si vous voulez, l'ensemble des banques centrales des pays développés dans le monde sont aujourd'hui dans une optique de rétrécissement de la liquidité. La Fed, le marché price actuellement 5 hausses de taux pour 2022, alors qu'il y a quelques mois, on en priceait 0. La conférence de presse de Monsieur Powell en milieu de semaine nous a d'ailleurs bien confirmé que la durée entre la première hausse des taux que l'on va enregistrer aux États-Unis et le moment où on va commencer à réduire le bilan, cette durée, elle va être beaucoup plus courte que la précédente fois. Et donc, on va être dans un schéma de désaccommodation monétaire qui va être important en 2022. Pour la BCE, moi, je dirais que la BCE, elle est de moins en moins sereine, finalement. Bon, elle nous a annoncé en fin d'année dernière qu'elle arrêtait son programme pandémique, le fameux PEPP, à partir de mars 2022. Donc, c'est un tapering déguisé, finalement. Et on constate bien que la BCE marche sur les traces de la Fed avec un lag de 6 mois à peu près. Et donc, si on se projette sur l'année 2022, je ne serais pas du tout surpris, et ça fait d'ailleurs partie de mon scénario central, d'une BCE qui sera moins accommodante dans son discours et dans les faits, sans doute sur la deuxième partie de l'année 2022. Et ça va avoir un impact majeur sur les différentes classes d'actifs. Le graphique que je vous ai mis là, il est assez intéressant en fait. Il vous montre l'évolution de la taille du bilan de la Fed. Là, on est sur la courbe blanche. L'évolution de la taille du bilan en Europe. On est sur la courbe orange. Et la corrélation avec les actifs risqués. Donc là, je vous ai mis le S&P 500 en bleu et le Stock 600 en violet. Et on constate bien qu'en fait, il y a eu une inflation du prix des actifs risqués qui a été rythmée par la progression de la taille des bilans. Et donc, de la même manière qu'on a ce phénomène-là, si demain, on dit qu'on a une désaccommodation monétaire, qu'on retire de la liquidité au marché, il est fort probable que l'on ait des séquences de volatilité beaucoup plus marquées. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année 2022, c'est ce qu'on a. Et c'est surtout lié à cette désaccommodation, à ce retrait de la liquidité dans les marchés financiers. Alors, maintenant qu'on a fait ce bref rappel et qu'on a reposé un petit peu le contexte macro, je voudrais qu'on fasse un focus maintenant sur le marché du high yield, qui est le marché que je travaille au quotidien. Et on va se concentrer sur le high yield européen. Alors, l'année dernière, ça a été plutôt une bonne année pour le marché du high yield européen. Les performances de l'univers sont autour de 3,3% de performance en 2021, que l'on pourrait comparer à l'investment grade, qui est négatif,
qui clôture l'année 2021 en perte à moins 1,30% de perf. Il y a eu une compression des spreads qui a été enregistrée sur le high yield de l'ordre de 46 centimes. Il y a plusieurs éléments qui nous expliquent cette belle performance. Il y a en un, les résultats financiers des entreprises qui ont été très bons tout au long de l'année et qui nous ont pas mal aidés. On a le travail qui a été réalisé par les entreprises depuis la crise pandémique, où en fait on a vu les émetteurs qui avaient rationalisé énormément leur structure de coûts de manière à générer davantage de cash flow. Et ça, c'est un élément central pour nous. Et le troisième élément, c'est que en 2021, on avait des politiques monétaires et même des politiques budgétaires qui étaient très accommodantes. Et donc ça nous a permis d'avoir une année plutôt favorable sur la classe d'actifs. En dessous, je vous ai mis les performances par secteur. On voit que tous les secteurs qui étaient sensibles à la fois à la réouverture des économies après une année 2020 qui était en mode arrêt cardiaque. En 2021, il y a eu un gap qui a été fait, notamment dans la partie loisirs ou encore metals and mining. Et puis les transports aussi, avec notamment le transport maritime, où on a vu une progression assez significative des taux de fret tout au long de l'année 2021 et qui a permis à des acteurs, par exemple, comme CMA CGM, d'améliorer substantiellement la qualité intrinsèque de son crédit. Alors, les fondamentaux de la classe d'actifs, globalement, ils s'améliorent. Là, je vous ai présenté les 3 principaux métriques financiers que l'on peut regarder quand on fait de l'analyse fondamentale sur le marché du high yield. Moi, je vous propose qu'on se concentre sur celui du milieu qui est le ratio dette net sur EBITDA. Donc, c'est l'endettement opérationnel des émetteurs. On constate qu'en 2021, on a globalement un désendettement opérationnel qui s'est mis en place dans le gisement du high yield. En gros, on gagne 1 à 1,5 tours de levier en moins par rapport au niveau qu'on avait en 2020. Et cette tendance d'amélioration fondamentale, elle va se poursuivre probablement en 2022 puisqu'on anticipe de retrouver des niveaux sur ces 3 métriques financiers qui seront à peu près similaires à ceux que l'on avait avant la crise. Merci Christophe. Alors, cette amélioration des fondamentaux, elle se retrouve notamment dans les taux de défaut. Les taux de défaut sont globalement très faibles. On est autour de 2% actuellement. On voit bien qu'on a enregistré un pic en 2020, mais qui était beaucoup moins prononcé par rapport à, si on regarde un petit peu dans le passé, par rapport à 2008, on est quand même nettement inférieur à ce qu'on a connu. Aujourd'hui, on est à 2. On pense que le taux de défaut devrait rester globalement bas à horizon 12 mois. Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer ça. Alors, je vous ai parlé de la partie génération de cash flow qui est beaucoup plus présente actuellement dans le gisement du high yield, mais on a également la capacité des émetteurs à rallonger leurs dettes. Il y a eu pas mal de travail qui a été fait. Je vous parlais il y a quelques trimestres d'un mur de dette qui était en 2022. Désormais, le mur de dette dans le gisement du high yield européen, il est plutôt en 2025-2026. Donc, il y a eu un décalage de la capital structure et on a des conditions de financement qui restent globalement attractives. Ces 3 éléments devraient être des forces de rappel suffisantes pour qu'on n'ait pas une progression significative des taux de défaut à horizon 12 mois. Hop là, pardon. Alors oui, donc des fondamentaux qui s'améliorent et les émetteurs qui en profitent. Et en plus, ils en profitent donc à moindre coût. L'argent n'était pas cher l'année dernière. Ici, je vous ai présenté l'évolution du marché primaire l'année dernière. Donc le marché primaire, c'est quoi? C'est le marché des nouvelles obligations. Et l'année dernière, c'est une année de record. On a enregistré plus de 120 milliards de nouvelles émissions en Europe. C'est au bas mot 40% de plus que le précédent record. Donc c'est huge, c'est assez massif. Sur ces 120 milliards, on a un quart qui était finalement du refinancement de dettes existantes. Bon, très bien. Mais l'essentiel de ces nouvelles émissions, c'était ce qu'on appelle du fresh paper. Et ce fresh paper, il était essentiellement pour financer du M&A, du LBO, des dividendes récap
Et pour remplacer des loans, il y a pas mal de banques qui se sont désengagées en risque, ils ont sorti des loans et les marchés de capitaux sont venus en substitut. Alors, il est évident que le M&A, le LBO, c'est assez anxiogène. Alors, dans cette phase de cycle, qui est une phase de cycle de normalisation avec des niveaux de croissance qui sont quand même encore solides, ça ne pose pas trop de problème de réendetter les structures bilancielles. Mais je mettrais un warning malgré tout. Si la macro venait à ralentir, alors c'est pas notre scénario en 2022, c'est probablement pas le cas en 2023, mais peut-être pour les années futures, si la macro ralentit, il est évident que les boîtes qui sont venues se financer l'année dernière, des nouveaux émetteurs, qui sont venus releverager assez significativement leur structure bilancielle, si demain la macro ralentit, c'est sûr que ces émetteurs-là vont souffrir. Donc, il faut garder en tête cette notion de sélectivité, trier le bon grain de livret quand même dans le gisement du high yield qui s'est un peu étoffé, je dirais, en 2021. Donc, il y a beaucoup de sélectivité à avoir quand on travaille ce marché. Alors ici, je vous ai présenté en fait l'évolution des spreads par compartiment de rating sur le high yield européen. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le high yield, il rémunère grosso modo 3,30, 3,40% de rendement. On est inférieur à la moyenne historique des 10 dernières années qui était plutôt de l'ordre de 4. On est globalement sur des niveaux de spread qui sont relativement bas, qui s'expliquent par une amélioration des fondamentaux. Mais il est évident que dans un circuit où la liquidité monétaire va être moins présente, ça peut générer de la dispersion de spread sur certains émetteurs. Si tu peux passer, Christophe, merci. Alors, bon, donc, la gamme obligataire. Alors, là, je vous fais un rappel de quelles sont nos vues. Alors, ce qu'il faut garder en toile de fond, c'est que on est toujours avec un risque sanitaire qui est présent. Donc ça reste en toile de fond dans notre logique et dans notre construction de scénario. On a sur la partie macro, donc comme je l'ai dit, une inflation qui va rester élevée malgré tout, une croissance qui va décélérer mais qui va être au-dessus de son potentiel de croissance, et tout ça va se faire avec des politiques monétaires qui vont être moins accommodantes. À côté de ça, on a un marché du high yield qui s'est amélioré en termes de qualité intrinsèque sur la thématique des fondamentaux. On a quand même la nécessité d'être très sélectif. Et dans ce contexte-là, comment on peut l'illustrer en termes de vue marché? Bon, nous, on est globalement assez confort pour dire que les taux nominaux devraient remonter. Ça, c'est clair. Les taux nominaux devraient remonter. Ça va se faire sans doute avec des séquences de volatilité qui vont être beaucoup plus fortes, beaucoup plus régulières et beaucoup plus fortes. On le voit bien en 2022, c'est quand même le maître mot pour cette année. On va avoir des forces de rappel qui vont être les publications des entreprises, où la croissance bénéficiaire des entreprises en Europe est attendue de l'ordre de plus 8 à plus 10% cette année. Donc ça va nous servir de parachute. Et donc globalement, on est négatif sur les taux souverains, on est négatif sur l'investment grade, puisque les points morts sont globalement faibles sur ce compartiment-là. On est négatif sur le high yield à duration longue, pour le risque essentiellement de taux. Mais néanmoins, on est positif sur la classe des single B et des triple C, à duration courte essentiellement à ce stade, et à condition d'être très sélectif, c'est-à-dire plutôt choisir des émetteurs, des positions de leaders dans leur métier, qui sont modérément endettés. Alors modérément endettés, dans ma tête, c'est inférieur à 5 fois aujourd'hui, sur le ratio dette nette sur EBITDA, et une capacité, une visibilité sur la génération des free cash flow, ça restera quand même central. Donc si on fait du bond picking comme nous le faisons chez Sony, on est en droit d'être quand même globalement positif sur le B et le triple C. Les points morts seront suffisamment importants pour absorber des éventuelles remontées de taux.
Alors là, je vais vous présenter globalement les positionnements de nos deux fonds. Je commence par Sony Euro Stratégique. Alors, Sony Euro Stratégique, aujourd'hui, il est géré en fait avec trois poches bien distinctes. On a une poche où on travaille le haut rendement. Donc ça, c'est ce que je fais tous les jours, hein. J'ai une expertise de près de 15 années là-dessus. Donc, on va rentrer du haut rendement, plutôt en mode buy and hold, en restant quand même pragmatique sur des bonds qui ont des calls à très court terme. Donc, du portage pragmatique sur le haut rendement. Ça, c'est là une première poche. On a une deuxième poche où on va travailler des emprunts subordonnés de type hybride corporate, mais ce sont des emprunts subordonnés qui sont attachés à des émetteurs qui sont de très bonne qualité, puisqu'en général, ces émetteurs sont plutôt dans le compartiment des investment grade. Et donc, on va sélectionner dans ce gisement des hybrides corporate plutôt des obligations avec des gros coupons, de manière à ce qu'on ait la quasi-certitude que ces obligations-là seront remboursées à la première date de call. Ça, c'est notre deuxième poche. Et la troisième et dernière poche, c'est une poche qui nous permet, si vous voulez, d'absorber davantage les éventuels chocs de volatilité qu'on pourrait avoir en 2022. C'est on rentre essentiellement des émetteurs de qualité, alors soit des émetteurs qui font partie des programmes d'achat de la BCE, ou des bons WB à duration globalement courte, c'est-à-dire on essaie de rester quand même sur des choses inférieures à 2025 pour vous donner un ordre d'idée. Et donc ça se traduit sur la photographie à fin décembre. Bon, Sony Euro Stratégique, il a globalement une sensibilité qui est très faible, de l'ordre de 80. Ce qui marque sur ce slide-là, c'est le positionnement très défensif du fonds. On voit qu'on a énormément de cash, hein. On est à près de 15% de cash et assimilé à fin décembre. Et on a une grosse poche défensive, hein. On a 19% de papier sur lequel on devrait avoir un comportement un peu meilleur si on venait à avoir une hausse brutale des spreads. Donc, on est relativement défensif, hein, actuellement dans Sony Euro Stratégique. Alors, sur Sony Euro Crédit Opportunité, comme l'a évoqué Christophe en préambule, le fonds, il a changé un petit peu de nature depuis mon arrivée il y a un peu moins de 4 ans. C'est-à-dire que là, on va davantage chercher des papiers présentant des compressions de spread, hein. On met 4 moteurs de performance dans ce fonds-là. Sur chacun de ces 4 moteurs, je vais vous donner des exemples complets dans quelques instants, de manière à illustrer mon propos. Bon, globalement, il y a une poche défensive où là, on rentre plutôt des lignes fonds de portefeuille qui vont bouger un peu moins que le bêta de marché quand ça secouera, mais qui ne nous offrent pas des rendements extraordinaires. Mais disons, on est à l'aise avec ces niveaux de taux actuellement. On a un autre moteur qui est positionné sur les stratégies de valeur relative, où là, on va finalement chercher à optimiser le couple rendement-risque, soit au sein d'un émetteur, soit au sein d'un secteur. On travaille également, et ça c'est un gros moteur actuellement dans Sony Euro Crédit Opportunité, ce sont les situations spéciales. Alors moi, j'ai travaillé pas mal de temps dans un hedge fund qui faisait que ça, du distress et des situations spéciales. Donc, c'est un peu le cœur de métier dans le fonds actuellement. Et puis, un quatrième et dernier moteur qui sera les thématiques de marché, où là, on rentre des tendances de fonds qui sont jugées durables. Et donc, on essaie de se positionner maintenant pour essayer de déboucher sur de la performance récurrente dans le temps. Un retour sur la genèse des 18 derniers mois pour Sony Euro Crédit Opportunité. Bon, globalement, après le choc assez violent qu'on a connu sur les marchés en mars 2020, au moment de la fermeture de la moitié du globe terrestre, on s'est assez rapidement positionné quand même en étant volontairement très bullish sur le marché du crédit. On a eu à un moment près de 85% du fonds qui était positionné sur les émetteurs single B ou triple C. Dans cette logique de se dire, bon bah ok, il y a pas mal de groupes pharmaceutiques quand même qui sont en train de travailler sur l'élaboration d'un vaccin.
On ne vivra pas confiné éternellement, et donc à un moment, il va y avoir le retour du bâton, les économies vont se réouvrir, il va y avoir des vaccins, et donc on va en bénéficier. Donc on était très tôt exposé sur cette thématique-là, ça nous a permis de délivrer une performance assez solide sur la deuxième partie de l'année 2020, et ça nous a encore entraîné en début d'année 2021. Hein, le premier semestre a été également très bon dans cette logique-là. Mais finalement, avant l'été, on a décidé de commencer à prendre nos bénéfices sur pas mal de noms. La compression des spreads avait été très violente, et donc c'est un peu le thème dans ce fonds-là. Hein. Dès lors qu'on a un peu moins de richesse en portefeuille, on n'hésite pas à vendre et à faire autre chose. Hein. On essaie vraiment de faire de la gestion active dans ce fonds-là. Donc on a pris nos bénéfices avant l'été. D'autant que ça s'inscrivait dans un marché primaire qui commençait à devenir sans intérêt. J'en ai parlé tout à l'heure. On a vu pas mal d'émetteurs venir. Certains émetteurs, moi, je les considère comme des lame ducks, hein, donc des canards boiteux. Ils venaient se financer à des conditions très attractives. Ça nous semblait être des premiers signaux d'alerte, et donc on a commencé à réduire la voilure. On a reconstitué une poche de cash. On a créé une position de couverture sur le crossover de manière à commencer à préparer le marché à finalement des mois et des trimestres qui pourraient être plus compliqués à l'avenir. Et au T3 2021, on a clairement remonté la qualité de crédit du portefeuille. On a redonné de la granularité au sein du véhicule. Donc désormais, on a 76 émetteurs. On a quasiment un tiers du fonds qui est exposé sur des émetteurs IG ou WB à duration courte. Donc on est défensif. Hein. D'ailleurs, ça se retraduit ici dans la photographie, qui est une photographie en début de semaine. On voit que la sensibilité, elle est très courte. On est à 1,77. Le yield to worst, alors c'est pas un yield, c'est pas un rendement à maturité, c'est un rendement dans le pire des cas. Donc c'est vraiment l'hypothèse la plus défavorable pour nous. On voit qu'on est sur un taux qui est relativement modéré, de l'ordre de 3,30. Donc on ne cherche pas à mettre du risque absolument aujourd'hui, alors que on trouve qu'il est à certains endroits du spectre de l'univers un peu moins rémunéré. Donc on est sur un niveau de risque qui est modéré, des durées de vie d'obligations qui sont globalement faibles, beaucoup de cash. Dans le top 10 des positions du portefeuille, on voit qu'en fait la première position, c'est notre couverture en crossover. Et les situations spéciales que je vous ai évoquées tout à l'heure représentent l'essentiel de ce que l'on fait actuellement. C'est une manière pour nous d'aller capter du taux, d'aller capter de la compression de spread sur des bonds qui réagissent un peu moins à l'évolution quotidienne des spreads gouvernementaux. Et donc c'est un moyen supplémentaire, c'est un outil supplémentaire pour nous d'atténuer les éventuels chocs de marché, ce qui nous permet d'ailleurs en 2022 d'être mieux en relatif que l'univers sur lequel on travaille. Voilà pour cette photographie. Alors, ce slide-là et le slide suivant, pour moi, ce sont deux slides qui sont très importants pour cette présentation. Et si vous deviez retenir finalement que deux choses de tout ce que j'ai pu vous dire, c'est bien les deux slides qui sont présentés ici. Alors, dans le premier, là, je vous présente comment on gère le risque de taux au sein de Sony Euro Crédit Opportunité. J'ai volontairement mis en exergue 3 hypothèses de remontée des taux. La première hypothèse, c'est le marché enregistre une progression de 30 centimes des spreads souverains à horizon 12 mois. La deuxième hypothèse, c'est une progression de 100 points de base sur les taux souverains. Et la troisième, qui est vraiment très conservatrice, très honnêtement, je ne crois pas que je constaterai ces niveaux de progression de spread en 2022, en tout cas, mais c'est une progression de 200 points de base au cours de l'année 2022. Donc, une hypothèse très, très adverse. Et ce que je montre ici, c'est qu'aujourd'hui, Sony Euro Crédit Opportunité, c'est un véhicule qui est préparé pour absorber une remontée des taux souverains. Si je prends l'hypothèse qui est la plus adverse, qui est une hypothèse de remontée de 200 points de base, on voit que le fonds enregistrerait à horizon 12 mois une performance brute
proche de zéro. Ici, on serait à 0,4% de performance brute à horizon 12 mois dans un scénario quasi Armageddon de remontée de 200 points de base. Donc aujourd'hui, le fonds, il gère son risque de taux de cette manière-là et il est pleinement en capacité d'absorber des séquences de remontée des taux. Ça, c'est le premier message que je voulais vous donner aujourd'hui. Le deuxième message concerne la gestion du risque de crédit. Je vous ai parlé tout à l'heure des taux de défaut. Effectivement, les taux de défaut sont globalement très bas. On est de l'ordre de 2% sur une projection à 12 mois. L'idée, c'est de poser 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est bon, ok, le fonds, Sonny Eurocrédit Opportunité, il va enregistrer le taux de défaut du marché. La deuxième hypothèse, c'est bon, le fonds, il va enregistrer 2 fois plus de taux de défaut. Comment il va s'en sortir? Et la troisième hypothèse, qui est l'hypothèse la plus adverse, qui est bon, ok, le fonds, en 2022, il s'est complètement planté. Il doit enregistrer 3 fois plus de défauts que ce qu'anticipe le marché. Ça, c'est le premier paramètre que je pose ici sur ce slide-là. Le deuxième paramètre, c'est le tableau qui se trouve à gauche, qui reprend le taux de récupération constaté quand une entreprise tombe en défaut. Ça, c'est une data qui est donnée par Moody's. Et Moody's nous explique qu'en fait, sur des obligations senior unsecured, d'accord, qui est l'essentiel du gisement actuellement, les taux de récupération quand on enregistre un défaut est de l'ordre de 54% du PER. Pour vous donner une idée, 54%, c'est plus élevé que la moyenne des 5 dernières années qui était finalement 12 points en dessous de ce niveau-là. On était plutôt de l'ordre de 42%. Et moi, quand j'ai démarré dans le distress en 2008, le marché anticipait un taux de récupération qui était de l'ordre de 30 à 35%. Donc, on voit qu'il y a eu une amélioration du taux de récupération quand même sur les 15 dernières années. Mais je suis parti de l'hypothèse que le taux de récupération, dans mes hypothèses de choc de taux de défaut, c'était 50%. Et l'idée ici, c'est de dire, bah, OK, si le fonds enregistre 3 fois plus de défauts que ce que le marché anticipe, eh ben, le fonds, il va réaliser une performance qui va être flat à horizon 12 mois. Alors, c'est un scénario Armageddon, là, 3 fois plus de défauts, il faudrait vraiment que je me plante. Alors, je sais bien que les éléments passés ne peuvent présager du futur, mais juste pour vous donner un élément de contexte, en 2020 et en 2021, je n'ai pas subi de défaut dans le portefeuille. Ça montre bien que le bond picking avant la crise était malgré tout plutôt pas mal. On s'est adapté et on n'a pas subi de défaut. Donc, pour que je fasse 6% de défaut, bon, c'est un scénario qui serait adverse, mais prenons le postulat que ce serait le cas, bah, le fonds, aujourd'hui, il est préparé pour subir un choc de cette nature-là, de cette ampleur-là. Et ça, c'est quand même un message qui est, je trouve, assez rassurant pour garder en tête bah, l'importance et finalement la bonne place que pourrait avoir Sonny Eurocrédit Opportunité dans une allocation globale pour vos clients. Alors ici, je vais vous parler des exemples. Je vais vous donner quelques exemples pour finalement un petit peu dresser mon propos. Alors je vais vous donner 2 exemples par moteur de performance. Alors sur la poche rendement, je vais démarrer par Solvay, qui est un chimiste qui est noté en investment grade. Aujourd'hui, je suis positionné sur un emprunt perpétuel sur Solvay. Je suis tout à fait à l'aise parce que les caractéristiques techniques de l'obligation sur laquelle je suis positionné me sont très favorables à mes yeux. C'est-à-dire que c'est un emprunt perpétuel qui a un très gros coupon, un petit peu moins de 6% de coupon, donc c'est très élevé pour un émetteur investment grade. Et j'ai aujourd'hui un spread, donc un écart de rendement qui m'est proposé entre une obligation traditionnelle Solvay senior et cette obligation perpétuelle. J'ai un écart de rendement que je juge suffisamment important et donc je suis tout à fait à l'aise pour me dire qu'aujourd'hui, il y a une très forte probabilité pour que Solvay rappelle cette obligation en 2024. Le marché a l'air d'ailleurs de pas mal y croire. Donc, le prix de l'obligation ne bouge pas trop. Je touche mon coupon
qui est très attractif et ça me permet d'amortir les chocs de volatilité. Dans la même veine, je vous présente le dossier Unilabs, qui est un leader européen dans les laboratoires d'analyse. Donc, c'est l'un des secteurs, c'est l'une des boîtes qui a bénéficié finalement de cette crise pandémique, notamment par tous les tests PCR antigéniques en tout genre qu'on a qu'on a tous au moins fait une fois, je pense, au cours des 2 dernières années. Donc là, on est positionné sur Unilabs. Pour une histoire bien spécifique, Unilabs est en train de se faire racheter par la famille danoise Maersk, qui est la famille qui est notamment propriétaire du transporteur maritime Maersk, qui est un très gros acteur dans le gisement dans le secteur du transport maritime, qui est noté en investment grade, qui enregistre un opérationnel de très bonne qualité. Bon, Unilabs est en train de se faire racheter par cette famille danoise. La Commission européenne a d'ailleurs validé le deal la semaine dernière. Donc là, il est fort probable qu'en 2022, l'obligation Unilabs sur laquelle je suis positionné, qui est une obligation notée triple C, avec un coupon de 5,75% et une maturité de 2025, il est très probable que cette obligation se fasse rappeler en 2022. Et donc, aujourd'hui, mon prix sur l'obligation, il est à son floor, il est sur le prix du call, le marché anticipe ce remboursement. Et donc moi, je suis dans une logique de rendement parce que tous les jours, j'encaisse mon coupon, qui est un coupon très élevé, 5,75. Et donc, je suis très à l'aise avec ça et ça illustre bien cette poche rendement avec ce cas. Deuxième moteur de performance, c'est l'arbitrage de valeurs relatives. Alors là, je vous présente 2 dossiers. Alors, Ardagh Group, c'est un très gros acteur qui est peut-être pas connu de la majorité de la communauté financière, mais on parle finalement du numéro 2 mondial dans la production de contenants en verre et le numéro 3 mondial dans les boîtes en métal de type conserve. Donc là, on est sur un business model très défensif, très visible, avec une visibilité sur les cash flows. L'année dernière, ils ont généré plus de 500 millions d'euros de cash flow en 2021. On est donc très à l'aise avec l'émetteur. Et ce que l'on a fait ici, c'est qu'on s'est dit, OK, on adore ce groupe Ardagh pour sa visibilité, pour ses fondamentaux, la qualité intrinsèque du groupe. On va aller chercher l'emprunt le plus subordonné que l'on peut trouver dans la capital structure Ardagh. Et en l'occurrence, il s'agit d'une obligation PIK. Alors, j'y reviendrai peut-être, Christophe, s'il y a des questions plus tard sur ce que c'est une PIK, une paid in kind. Mais bref, l'idée, c'est de dire, OK, je vais aller chercher l'emprunt le plus subordonné dans la capital structure Ardagh parce que l'excès de rémunération qui était à l'époque de l'ordre de 200 points de base par rapport à une obligation senior and secure d'Ardagh, ce niveau-là me satisfait et je suis sur un émetteur très solide et donc j'accepte un peu plus de volatilité, mais le couple rendement-risque, il est finalement bien rémunéré. Ça, c'est un premier exemple de valeur relative. Le deuxième exemple de valeur relative, c'est Autostrade. Alors, Autostrade, on est sur le concessionnaire autoroutier italien. Il s'est notamment fait connaître négativement en 2018 à la suite de l'effondrement du pont de Gênes. Ça rappellera peut-être quelques souvenirs à certains. Autostrade était responsable de la rénovation de ce pont. Depuis 2018, la boîte fait l'objet d'une rationalisation. Elle est en train de se faire racheter par la Caisse des dépôts italienne. Et donc là, on a un profil dissymétrique sur Autostrade. C'est-à-dire qu'au moment où on a rentré le nom, ça devait être en septembre 2021, Autostrade était noté B-. Or, je pense que c'est une rising star parce que une fois que le rachat par la CDC italienne sera officialisé, on aura finalement une garantie implicite étatique italienne. Donc, ça sera une signature finalement implicitement italienne, étatique. Et donc, je pense que ça sera une rising star. Je pense qu'on va avoir des upgrades successifs. D'ailleurs, depuis qu'on a rentré le nom, on a déjà eu un cran de rating de mieux qui a été matérialisé par les agences de notation. Et donc, j'ai rentré un niveau de rémunération qui était un niveau de rémunération d'un émetteur B-, alors que je suis sur du risque qui est, à mon sens, un risque investment grade. Et donc ça, c'est
un autre moyen de profiter d'un arbitrage de valeur relative que peut nous ouvrir le marché, le marché, pardon. Troisième gros moteur, donc c'est les situations spéciales. Alors, Christophe nous disait qu'on n'avait pas d'a priori sur notre univers d'investissement. Il a tout à fait raison. On peut tout regarder en fait dans Sony Eurocrédit Opportunité parce qu'en fait, on est agnostique. On peut même faire du défaut. Hein. On peut faire du distress. On n'a pas de difficulté à faire cela dans la mesure où j'ai un track record qui est assez conséquent dans cette thématique. Et donc, j'ai voulu illustrer cela en vous présentant le dossier OHL, hein, donc OHLA qui est anciennement au Brascon. On est sur un constructeur espagnol qui a restructuré sa dette en 2021. Et donc, nous, volontairement, on a participé à la restructuration. On a épluché la proposition de restructuration qui a été dictée par les conseils de la société et on a estimé qu'il y avait de la valeur ajoutée à se positionner sur ce risque OHL. Parce que, bon, j'aurais peut-être des questions derrière, mais grosso modo, le plan, il nous disait quoi? Il nous disait, bon, bah, ok, messieurs les obligataires, veuillez concéder une réduction du nominal de 10%. Donc, on ne repart plus à 100, mais on repart à 90. Veuillez accepter un rallongement de la maturité. Hein, c'est plus du 2022, c'est du 2026. En contrepartie de quoi? Je mets un programme de rationalisation de mon bilan. Je réinjecte du capital. Hein, la famille Amodio a réinjecté 71 millions d'euros concomitamment à ce process de restructuration. Et donc aujourd'hui, on a un groupe OHLA qui est en train de réussir son retournement. Ils ont entamé tout un tas de cessions d'actifs qui se sont faits d'ailleurs sur des niveaux de vente qui étaient supérieurs au niveau de valorisation qui était inscrit dans le bilan. Donc ça, c'est quand même gage de qualité quand on veut évaluer les actifs d'une boîte. Hein. Manifestement, la valeur de marché est supérieure à la valeur comptable sur certains projets dans OHL. Donc le retournement se met en place. Et en plus, dans le cadre de la dernière publication de résultats, OHL nous a indiqué que l'ensemble des projets qui étaient en cours étaient désormais profitables. Et donc, on attend un upgrade d'un ou deux crans à horizon 2022 sur OHLA. Aujourd'hui, on est sur du triple C. Et on attend une poursuite de la compression des spreads. Aujourd'hui, on est autour de 10% de rendement sur ce nom-là. Ça a été un très gros contributeur pour le véhicule en 2021. On pense que ça sera également un très gros contributeur en 2022 pour les éléments que je vous ai exposés. Deuxième exemple sur la partie situation spéciale, Lufthansa. Alors, je vais être très rapide parce que le temps passe, mais Lufthansa, on est sur le leader européen dans les compagnies aériennes. Bon, c'est un secteur qui a été totalement déprimé avec la crise pandémique, c'est évident. L'idée, ça a été de se positionner sur l'emprunt perpétuel de ce groupe-là, en se disant, bon, ok, Lufthansa ne paie pas son coupon sur cette obligation. Donc, le coupon ne court pas, et le coupon n'a pas été payé, il ne sera pas payé en février 2022, on le sait, hein, ça c'est officiel. Néanmoins, on pense qu'on a des éléments tangibles qui nous indiquent que Lufthansa paiera son coupon one shot en 2022. Pourquoi on pense ça? Parce que le management nous a toujours dit qu'on paiera le coupon dès lors qu'il n'y aura plus l'État allemand au capital de la boîte. L'État allemand est dans le capital, a une clause de lock-up qui expire en avril 2022. Alors, c'est quoi une clause de lock-up? C'est une clause d'engagement, de blocage. L'État allemand ne peut pas sortir du capital de Lufthansa. Ils sont bloqués jusqu'à avril 2022. On pense que puisque l'État allemand est en gain latent sur cette participation dans Lufthansa, on pense qu'ils n'hésiteront pas à vendre sur le marché ou en bloc à un actionnaire structurant leur participation. Et donc, une fois que l'État sera sorti, Lufthansa paiera probablement, en tout cas, c'est le scénario central quand on joue ce titre-là, paiera probablement son coupon. Et donc, on va recevoir en one shot 4,382% du pair en coupon one shot. Et donc, ça, c'est une vraie situation spéciale de notre point de vue. Et enfin, j'accélère sur la partie thématique parce que le temps défile à toute vitesse. Mais sur la partie thématique, bon, deux exemples. Autodis, l'idée, c'était simplement de dire, bon,
avec la réouverture des économies, avec le retour au moins partiel des travailleurs sur site, il est probable que les gens utilisent davantage leur voiture plutôt que les transports en commun, au moins dans les premiers temps. Et donc, il va falloir finalement remettre à niveau leur véhicule d'occasion. Et donc là, Autodis, c'est le leader dans les pièces détachées. Hein, c'est le leader européen. C'est notamment la filiale Oscaro, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est un groupe qui profite pleinement en fait du Covid. Les gens ont besoin, la population a besoin de s'assurer que leur véhicule fonctionne correctement, et donc on fait les révisions qui vont bien. D'autant que ça s'inscrit dans un marché de l'automobile primaire qui est très compliqué du fait des pénuries de certains composants. Et donc Autodis en a profité pleinement depuis maintenant 2 ans. Et sur Lowell, Lowell c'est un collecteur de dettes. Là, on surfe très clairement sur la vague du dérisking des banques. Hein, les banques qui sortent des non-performing loans de leur bilan parce que c'est trop consommateur en fonds propres pour eux. Et Lowell rachète ces non-performing loans et derrière essaie de se construire un TRI en retravaillant ces prêts non performants. Et donc, on se retrouve sur des niveaux de marge d'EBITDA qui sont singulièrement très élevés pour un acteur dans l'univers des single B, puisqu'on est sur une marge d'EBITDA au-dessus de 50%. Donc, c'est très important. Voilà. J'en termine cette présentation avec mon dernier slide, qui est un peu le slide boule de cristal, finalement, qui est quand est-ce qu'on va remettre du risque en portefeuille. Hein. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, nos 2 fonds vitrines étaient très défensifs. Ça permet d'amortir les phases de volatilité. On est suffisamment confortable avec le risque de taux et le risque de crédit actuellement. Néanmoins, on pense que les spreads peuvent encore s'écarter au cours de l'année 2022. Si je devais vous donner des niveaux, je pense que la période qu'on a enregistrée en 2018 doit nous servir de soutien explicatif sur ce que l'on pourrait voir en 2022. Je pense qu'il y a encore 50 à 70 centimes de hausse de spread à prendre, ce qui ne nous mettrait pas finalement structurellement en risque, hein, sur les fonds. Hein, vous l'avez bien vu. Et donc, je pense qu'il y a 50-70 centimes de hausse de spread à attendre. Dès lors qu'on sera au niveau de 4 sur les taux de rendement sur le high yield, je pense que je vais remettre énormément de richesse en portefeuille parce qu'on aura retrouvé des points d'entrée très sexy. Hein. Le couple rendement-risque sera suffisamment rémunéré et donc ça fera du sens de remettre du risque, de remettre de la richesse dans le portefeuille. Pour ceux qui suivent un petit peu le crossover, ça équivaut, si vous voulez, à un niveau crossover entre 320 et 350. Voilà. Aujourd'hui, si je regarde mes écrans, on est à 286. Donc, on n'y est pas encore. On s'en approche. On est prêt. On a des listes de noms où on a été très sélectif sur les fondamentaux qui sont prêts. Donc, on est prêt à intervenir et à profiter des opportunités de marché qui, je n'en doute pas, ne manqueront pas de se présenter en 2022. Parfait, Kevin. Alors rapidement, on va refaire un petit focus sur effectivement sur tout ce que tu as dit et pour l'étayer avec des performances parce que c'est plutôt très bien passé effectivement l'année dernière et également l'année d'avant. Et puis le début de l'année, voilà, c'est les exemples que tu as cités sur la hausse de taux qui s'est déjà produite montrent que voilà, les fonds ont plutôt bien performé. C'est vrai que le début d'année, enfin l'année 2021 pour Sony, elle a été très solide sur l'ensemble de la gamme. Elle était très solide sur la partie crédit. Vous voyez, hein, Euro Stratégique fait 3,40, Euro Crédit Opportunité 5,60. C'est des niveaux de performance qui sont plutôt très bons pour cet univers-là. Et quand on regarde, c'est bien de faire cocorico de temps en temps, quand on regarde les classements voilà, sur Cantalis, voilà, l'Euro Crédit Opportunité est 5e sur 766 fonds. Donc c'est quand même très performant. Et Euro Stratégique 25e. Donc on a plutôt bien vu les choses, on a plutôt été bien dans nos baskets. Donc on est assez content de ce niveau de performance-là. Donc ça, c'est quand même très, très bien. Et puis sur nos autres classes d'actifs, c'est aussi plutôt très bien passé. Hein. Sur Sony Patrimoine, le webinaire qu'on a fait la semaine dernière, la performance 2022, depuis le début de l'année, hein, avec tout ce qui s'est passé, sur Sony Patrimoine, on est à plus 3,80%. Donc ça signifie que voilà, on a très bien vu les choses. Et ça, c'est un élément important, hein, parce que ce que vient d'expliquer Kevin,
à la fois en préambule et sur sa vision du crédit, fait qu'aujourd'hui, voilà, l'équipe de gestion chez CNI, elle a plutôt une bonne vision de l'univers dans lequel on est. Quand on regarde la performance des managers, alors là, c'est encore plus évident, mais là, c'est évidemment sur les actions, donc on ne parle pas des mêmes métriques, mais 28 en 2020, 30 en 2021, et j'ai envie de dire juste moins 2,5 cette année dans un univers, quand on regarde les classements des fonds petites et moyennes valeurs, oui, c'est plutôt du très bon travail. Donc, on est assez content de ce qu'on a fait. Et moi, je voulais aussi illustrer ce qu'on a fait sur Euro Stratégique et sur Euro Crédit Opportunité, dans le sens où aujourd'hui, dans un portefeuille, dans une allocation d'actifs, ne pas avoir de crédit, ça me semble être un biais qui est quand même sacrément osé. Pour mémoire, quand même, c'est la plus grande classe d'actifs du monde. Hein, je le dis tout le temps, mais pour ceux qui veulent avoir quelques repères chiffrés, les obliques dans le monde aujourd'hui, c'est 300 000 milliards de dollars. Pour vous donner un repère sur le marché actions, qui est un marché que vous connaissez peut-être un peu mieux ou que les clients connaissent un peu mieux, les actions dans le monde, c'est entre 85 000 et 90 000 milliards de dollars. Donc le gisement obligataire, il est colossal. Il est protéiforme et tout l'intérêt d'accéder à ce gisement obligataire, contrairement aux actions, pour un client particulier, c'est quasi impossible de faire le travail que vient d'évoquer Kevin. C'est quasi impossible. Donc ça ne peut être qu'un métier de spécialiste au travers de PCBM, parce que acheter une ligne directe d'une des idées qu'on vous appelait tout à l'heure, c'est pareil, c'est quasi impossible. Une souche obligataire aujourd'hui, c'est un minimum de 100 000 euros. Donc, constituer un portefeuille en ligne directe obligataire pour un client particulier, sauf s'il est évidemment immensément riche, c'est très compliqué. Donc, ça veut dire aujourd'hui se priver de cette capacité à générer de la performance sur un euro crédit opportunité ou sur un euro stratégique pour les plus prudents d'entre vous, honnêtement, ça me semble assez peu opportun de passer au travers de ça. Sachant que dans une allocation d'actifs globale, vous n'aurez pas que ce type de véhicule-là, mais de dire, bon, je ne fais pas de crédit parce que les taux vont remonter demain, je trouve que l'explication qu'a donnée Kevin sur la hausse des taux et sur la manière dont on va gérer cette hausse de taux, et d'ailleurs, on l'a fait depuis toutes les années passées, hein, dans les périodes de hausse de taux, les fonds ont gagné de l'argent, parce que cette capacité justement à avoir de la mobilité, c'est-à-dire d'être dans des durations courtes, quand effectivement le risque n'est pas rémunéré, c'est ce qu'on dit toujours chez Sony, hein. Globalement, quand le risque n'est pas rémunéré, c'est assez basique, on n'en prend pas. Voilà. En revanche, quand on nous paye pour le risque, là, on va en prendre et on a une capacité à la fois d'analyser les dossiers, de trouver les bons émetteurs pour aller capter cette performance future et surtout, après, de piloter cette durée de vie moyenne à l'intérieur du fonds en fonction des cycles de marché dans lesquels on se trouve. Et ça, sur la durée, ça a plutôt très bien fonctionné. Donc, il nous semble qu'effectivement, ça a beaucoup de sens d'avoir ce type de véhicule d'investissement chez nous. Donc, évidemment, ne soyez pas timide, hein, vous pouvez y aller, ça devrait continuer de bien fonctionner. Et en tout état de cause, si ce scénario de hausse de taux arrive, on sera très bien positionné pour aller chercher de la performance, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, là, les taux vont monter, les gérants obligataires vont mourir. Non, non, si les taux montent, on ne va pas mourir. Comme l'a expliqué Kevin tout à l'heure, on est très bien positionné pour accepter cette hausse de taux. C'est ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Et les fonds ont très bien résisté. Et en revanche, la difficulté, ça sera de réinvestir. Mais là, pour le coup, on va de nouveau être très bien positionné. Donc, voilà, je pense que faire une ligne aujourd'hui d'un euro crédit opportunité dans une allocation d'actifs d'un client patrimonial comme la plupart des clients que vous avez chez vous, honnêtement, ça a beaucoup, beaucoup de sens. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Alors, il y a quelques questions, mais on a beaucoup répondu. Il y a beaucoup de questions sur la hausse des taux. Donc, là, je crois qu'on a été assez clair. Hein. C'est-à-dire que le pilotage de la hausse des taux, vous l'avez vu, hein, il a été confortable, il va continuer d'être confortable. Hein. On n'est pas des gens qui vont faire n'importe quoi. Donc, ça, c'est très positif. Et puis, j'ai aussi des questions sur la performance de nos fonds datés 2022 et 2024. Alors, j'ai une question qui est une question / compliment. Donc, fait toujours plaisir. Oui, la performance des fonds 22, opportunité 22 et opportunité 24, qui sont les millésimes de fonds datés qu'on a lancés dans les années passées, ça a évidemment très bien fonctionné. Et la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on va en sortir d'autres? Alors, je ne vais pas vous donner un scoop tout de suite, mais en tout état de cause, il y a un dossier qui est parti chez nous à l'AMF en début de semaine dernière pour évidemment lancer un nouveau fonds daté. Alors, on reviendra sur le sujet, hein, je ne vous dis pas encore. Alors, comment il va s'appeler? Il va s'appeler Sony Opportunity quelque chose. Et le quelque chose, ça sera une année. Donc, vraiment, voilà, j'ai quelques indices, mais on devrait être autour de tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt de nouveau peut-être à sortir un fonds daté dans le courant de l'année. On va voir quel est le timing opportun, mais en tout état de cause, je pense qu'il y aura des choses à faire aussi autour de tout ça. Donc, globalement, voilà, Sony va bien, on est bien dans nos baskets. On va passer un bon week-end, nous. Donc, j'espère que vous aussi, vous allez passer un bon week-end avec toutes ces bonnes choses qu'on vient de vous raconter. Évidemment, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, ou Blaise Nicolet, ou moi-même. Voilà, si vous voulez faire un call plus spécifique avec Kevin sur un dossier, sur un client, sur ce que vous voulez, évidemment, vous êtes les bienvenus de la même manière. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On a été un peu plus long que prévu, mais je trouve que le jeu en valait la chandelle. Kevin a été très explicite, très clair et c'était super. Donc, merci à vous pour votre attention. Passez un bon week-end, portez-vous bien et à bientôt. Merci à vous.